Des entretiens de la défense européenne à l'université. Excusez-moi, je recommence. Des entretiens de la défense européenne à l'université ? Point d'interrogation. En effet, était-ce encore imaginable, il y a quelques années, d'organiser une telle rencontre, de tisser ensemble l'université, le monde universitaire d'un côté, le monde académique, et de l'autre côté, le monde de la défense et même le monde de l'armée. Il s'agit là de milieux qui se sont sans doute trop longtemps ignorés, hormis quelques exceptions notables, importantes, mais rares. Et l'ère est complètement dépassée, je pense, de part et d'autre, de ce qui a longtemps été une méfiance ou au moins une méconnaissance réciproque. J'en veux pour preuve que les choses évoluent des deux côtés de façon parfaitement convergente. Du côté du ministère des Armées, l'initiative a été lancée à la fin de l'année 2016 pour un pacte enseignement supérieur destiné à financer au sein des universités françaises des centres d'excellence. Du côté de Paris 1, préparer la réponse à cet appel, et je cite ici avec plaisir et avec gratitude Yann Richard, le directeur de l'UFR de géographie, et Grégory Daho, qui ont porté cette candidature. Préparer donc cette candidature a permis de mettre en évidence ce que nous appelons dans notre jargon des points de contact. Nous avons soudain réalisé que, sans l'avoir fait exprès en quelque sorte, il existait déjà une multitude de points où la défense, les armées d'un côté, l'université de l'autre, se connectaient et finalement, nous n'avions plus qu'à, comme dans les jeux d'enfants, tirer les traits d'un point à un autre pour donner le sens à l'ensemble. Je ne vais pas citer exhaustivement ces différents points de contact, ces différents lieux où l'université regarde, s'intéresse, étudie l'armée. Donc sans exhaustivité, je sélectionne juste quelques éléments particulièrement topiques. D'abord, évidemment, en 2008, la création du master de droit, parcours stratégies industrielles et politiques publiques de défense, qui est un programme de formation continue en partenariat avec la Direction générale de l'armement et qui est dirigé depuis 2012 par mon voisin de droite, Stéphane Rodriguez, et dont l'association des anciens auditeurs est partenaire de nos entretiens. Je veux citer également l'Institut des études sur la guerre et la paix que dirige le professeur Drévillon. La chaire Grands enjeux stratégiques contemporains que dirige Louis Gauthier, qui est professeur associé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui vient de se voir confier, il y a quelques semaines, par le président de la République, une mission précisément sur la défense européenne. Et puis, j'évoquerai pour finir, mais je le redis, ce n'est pas une liste exhaustive, je ne vais pas vous assommer d'énumération. Je finirai par les assises de la recherche que l'université organise au mi-temps du mois de décembre de cette année, assises de la recherche, où nous avons décidé de donner une place particulière, une visibilité exceptionnelle aux recherches menées en matière de défense et en partenariat avec les armées. Donc nous sommes dans une démarche qui est une démarche nouvelle, tant du côté de l'université que du côté de la défense. Il en résulte une formule relativement inédite pour ces premiers entretiens. Il ne s'agit pas d'une manifestation, comme nous savons si bien les organiser à l'université, d'une manifestation auto-centrée, d'un entre-soi, mais au contraire d'un partenariat, un partenariat ouvert, un partenariat sans doute, avec une géométrie qui a vocation à être labile, agile, à s'adapter. Et je vais maintenant citer une coalition de sympathie. Toutes les bonnes fées de notre maison ou d'ailleurs
qui se sont penchés sur le berceau de ces premiers entretiens de la défense européenne. 2 instituts à Paris 1. Une équipe d'accueil, l'Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne, IREDIES. Je remercie son directeur, le professeur Kerbrat, et toute l'équipe, et je cite particulièrement, je les ai déjà salués individuellement, mais j'ai plaisir à les saluer publiquement. Fadim Deli, Catherine Botoko, Nicolas Pigeon, et puis tous les doctorants qui sont, dans ce laboratoire en tout cas, très associés aux activités concrètes de recherche. Deuxième institut de Paris 1, déjà cité, l'Institut sur la guerre et la paix, présidé par le professeur Drévillon, et j'ai plaisir ici aussi à remercier son secrétaire général, Régis Verwimp, mais aussi, et c'est en cela qu'on n'est pas dans l'entre-soi, le Centre d'études sur la sécurité internationale et les coopérations européennes de Sciences Po Grenoble et de l'Université Grenoble-Alpes. Et je remercie en particulier Fabien Terpan, qui en est le co-directeur. Le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité est à Bruxelles. Vous voyez que petit à petit, nous élargissons la focale et que l'Europe n'est pas simplement une invocation, une incantation, dirigée par Luc Mampé. Et il faut citer également, comme ayant apporté une contribution importante à la préparation de cette journée, Federico Santopinto, chercheur analyste. Un think tank français implanté à Paris et à Bruxelles, Confrontation Europe. Il a été créé il y a plus de 20 ans par Philippe Herzog. Et il faut remercier Édouard Simon pour sa participation à notre organisation. Je signale qu'il est été récemment reconnu comme docteur en droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Un partenaire média, Bruxelles 2, B2, qui est depuis quelques années le premier web news francophone sur l'Europe politique. Et je cite et remercie Nicolas Grovered, journaliste et directeur de B2. Un cabinet d'avocats spécialisé, celui de maître Frédéric Moreau, qui est titulaire d'un DEA de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui, après une longue carrière d'administrateur à la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, œuvre désormais entre Paris et Bruxelles. Et puis enfin, je l'ai évoqué tout à l'heure déjà, l'Association des anciens auditeurs du Master. Et particulièrement son président, Noël Degnaud, que j'ai salué personnellement tout à l'heure et que je salue publiquement maintenant. Quelques mots pour finir sur la thématique de ces entretiens. Je cite le président de la République, le 26 septembre 2017 en Sorbonne. Ce qui manque le plus à l'Europe aujourd'hui, cette Europe de la défense, c'est une culture stratégique commune. Notre incapacité à agir ensemble de façon convaincante met en cause notre crédibilité en tant qu'Européens. En même temps, Paris 1 et ses partenaires souhaitent prendre part avec modestie à leur échelle, mais avec conviction et ambition, à la formation de cette culture stratégique commune en valorisant la recherche et la réflexion sur la thématique défense et sécurité, et particulièrement dans une perspective européenne évidemment. L'Europe au sens institutionnel, la construction européenne, les communautés, l'Union, reposent en partie sur un échec qui s'avère rétrospectivement un échec fondateur, un traumatisme initial. C'est évidemment le non-aboutissement de la communauté européenne de défense dans la première moitié des années 50 du XXe siècle. Cet échec, je crois, a déterminé en profondeur, depuis plus d'une soixantaine d'années, les modalités de la construction européenne. La défense fait partie du surmoi abîmé de l'Europe. Mais peut-être peut-on, après plus de 6 décennies, ouvrir les placards de la psyché collective et repenser les choses à frais nouveaux. Ces entretiens de la défense européenne viennent donc aussi au bon moment à cause de ce qu'est devenu l'État. Et ce n'est évidemment pas sans lien avec l'Europe. Je donne ici à État une définition relativement rigoureuse, très classique par ailleurs bien entendu, articulée au concept de souveraineté. Ce pouvoir absolu sur un territoire relatif, un territoire défini. Et en ce sens relativement précis, l'État
est bien une invention, une découverte proprement européenne, propre à la modernité européenne, même si ensuite, bien entendu, elle l'a exportée dans le monde entier. Et l'État est le fils légitime de la guerre. La démonstration en est faite sous une forme ou sous une autre. Dans tous les cours de première année de droit, c'est particulièrement évident. Dans le cas de la France, la guerre suppose l'armée. L'armée suppose l'impôt. L'armée permanente suppose l'impôt permanent, a fortiori. L'impôt suppose l'administration. Et quand vous avez une armée, un impôt, une administration, volens nolens, vous avez construit l'État. Mais depuis presque 3/4 de siècle, la péninsule occidentale du continent eurasiatique, l'Europe géographique, n'a plus connu la guerre, n'a quasiment plus connu la guerre. Un tel espace et une telle durée de paix semblent sans équivalent dans les annales de l'histoire de l'humanité. La construction européenne, l'équilibre de la terreur, certains stades aussi de développement administratif, à nouveau l'État. Bien d'autres facteurs encore en sont cause. L'objectif n'est pas ici d'en faire l'histoire. Il n'en demeure pas moins que nous pouvons craindre, nous devons craindre que les nouvelles formes de conflictualité d'un côté, ces terribles effets de dissymétrie qu'introduit le terrorisme en particulier, les transformations institutionnelles de l'autre, amènent à repenser complètement ce confortable paradigme étatique. Nous autres savants sommes fort dépourvus pour analyser des processus en train de se produire. Aristote lui-même a porté à son point d'achèvement la théorie de la cité classique à l'instant où, sous ses yeux, celle-ci disparaissait, se transformait radicalement par le biais des monarchies hellénistiques, avec la conquête alexandrine, pour permettre l'avènement du modèle impérial. Alors, si Aristote lui-même n'y est pas parvenu, nous avons des excuses de ne pas comprendre et expliquer immédiatement, penser immédiatement le basculement du paradigme étatique en train de se produire. Vous savez, nous voyons dans le ciel des étoiles et en réalité, c'est une lumière qui nous parvient après un trajet de plusieurs millions d'années, mais ce sont des étoiles mortes que nous contemplons. Dans cet environnement où changent à la fois les formes de la conflictualité, mais aussi le contexte, y compris institutionnel, le paradigme étatique, il vous appartient donc de penser les formes nouvelles de la défense européenne. Pensez la forme, certes, mais aussi, Aristote toujours, la substance, c'est-à-dire finalement l'essence. Nous sommes dans un domaine où, je crois, se fait sentir un immense besoin de définition conceptuelle rigoureuse. On ne pourra pas avancer sans un vrai socle de concepts discutés et partagés. Il me reste pour finir à vous présenter des excuses. Ces premiers entretiens de la défense européenne devaient être des entretiens de la Sorbonne. Ils se tiennent finalement au Panthéon. Bon, les juristes ne s'en plaindront pas, n'y trouveront rien à redire, mais ces entretiens ont vocation à devenir réguliers, et comme ils vont être réguliers, les cycles ordinaires de la vie universitaire nous permettent de pronostiquer que pour quelques années au moins, ces entretiens à l'avenir se tiendront bien en Sorbonne. Et en faisant cette observation, les cycles ordinaires, je me livre exactement au travers que j'essayais de pointer dans mes propos précédents, de penser les choses actuelles avec des cadres périmés, de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Loin de moi, évidemment, de faire une comparaison, elle serait disproportionnée et même obscène. Mais les troubles estudiantins, veux-je dire, de ces dernières semaines ne sont pas la guerre, évidemment. Mais aujourd'hui, au lendemain exactement de la célébration du demi-siècle de mai 68, célébration qui pourrait bien être un enterrement, comme 1989 a enterré 1789, nous ne pouvons que constater, dans une approche multiscalaire qui nécessairement sera la vôtre, nous ne pouvons que constater que les modalités de conflictualité et surtout les modes de riposte et de désamorçage se sont radicalement transformés. Aujourd'hui, la Sorbonne est fermée. Ce n'est pas de notre fait, mais elle n'est pas occupée, et cela n'empêche pas les premiers entretiens européens
de la défense, ou les premiers entretiens de la défense européenne, et je crois que ce lapsus, qui en réalité est un lapsus fait exprès, n'est pas du tout anodin. Cela n'empêche pas ces premiers entretiens de la défense européenne de se réunir. Je vous souhaite donc de fructueux échanges et vous remercie.